Table rapide pour se présenter mutuellement, ça fait toujours du bien. Et ensuite, on est ravi d'accueillir Christian Amis qui va nous parler de RGPD, qui est vraiment le sujet d'actualité du moment. Et voilà, vous rappelez quelques dates à venir pour l'agenda de la Mêlée, qui continue toujours dans sa programmation assez dense depuis 6 mois. Demain matin, on a un petit déjeuner spécial CRM e-marketing, donc qui est animé par la Mêlée et par CRM Factory. Donc c'est dans les locaux, dans la grande salle. Prochain rendez-vous, c'est jeudi 6 avril. On a un pitch café. Vendredi 6 avril, voilà, c'est ça le matin, à 8h30. Ouais. Le 12 avril, on a la co-animation du village numérique du salon Covantis, organisé par le CRES. C'est un salon sur l'économie sociale et solidaire, donc on est avec plusieurs associations, Gare Digital, Montpellier Libre, La Mêlée et d'autres qui se regroupent et qui vont animer ce salon. Entre-temps, le 5 avril, on a une soirée food tech, un barbecue en fait ici chez Bureau & Co et La Mêlée, avec quelques pitchs de food tech et surtout un barbecue et un moment de networking. Autre date, le 28 mars, on fait la prochaine réunion de la commission santé et numérique, où on est en train de lancer... demain ? Le 28 mars à midi, ouais, exactement. Ouais. Demain, entre midi et 2, on est sur santé et numérique et on va lancer, concrétiser en fait le travail de réflexion sur le prochain sujet de cette commission santé numérique, qui sera la création, le lancement d'une plateforme collaborative sur le parcours de santé en Occitanie. Donc avec de très beaux partenaires, voilà, les établissements de santé, les hôpitaux et les associations d'usagers, etc. Donc ça c'est un projet qui est pour lancer une plateforme en 2019, donc c'est-à-dire qu'il va s'étaler tout au long de l'année avec un beau contenu. Au niveau de la food tech, le prochain gros événement qui est entériné, c'est le 7 juin, on lance Wine Connect. Donc c'est un événement vin et innovation à Valflonès, au domaine de Terre des Cambons, en partenariat avec Racine Sud, avec certainement Aerospace Valley, avec le Crédit Agricole Languedoc, avec le MAS numérique, avec Vincéo, qui est le cluster du vin, et la Mêlée. Voilà, donc ça va être un bel événement. Voilà, donc je vous invite à suivre nos réseaux sociaux et nos newsletters pour avoir tous ces agendas-là. Je vous propose un petit tour de table en commençant par vous, et puis ensuite, Christian, tu prends la main. Okay. Alors, Nicolas Miss, épouse de Christian Amis, voilà. administrateur de PGE et comité d'engagement de l'Initiative France sur les îles. Voilà. Bonjour, rebonjour, je m'appelle Franck Moracchioli et je travaille aujourd'hui sur un projet qui s'appelle Upside, qui est de la création d'un parc de loisirs entièrement dédié à la réalité virtuelle sur Montpellier. Voilà, donc en fin d'amorçage, donc lancement prévu pour cet été, vraisemblablement. Voilà. Bonjour, Julien Bello, administrateur et vice-président de la Mêlée, Jean-François sur le développement sur Montpellier, et consultant en formation en marketing digital. Gilbert Weinborg, président de Polisson TV et puis de Digital News. Et puis je suis quand même très intéressé par la RGPD. Bonjour, Alima Crané. Je lance un organisme de formation sur tout ce qui est accompagnement pour les porteurs de projets et entreprises dans la communication digitale. Et je suis intéressée par des sujets vraiment beaucoup. Bonjour, Sylvain Tourien, gérant de la société Easy IT, je suis consultant en e-commerce et plus particulièrement intéressé par le domaine du vin, dans lequel je travaille depuis 10 ans, et la RGPD sur les aspects e-commerce. Bonjour, Christelle Gasperiti, je suis consultante en digital learning, je conseille et j'accompagne les organismes de formation, consultants formateurs dans leurs projets de développement de formation à distance. Adhérente de la Mêlée et membre de la commission emploi formation. Bonjour, Eric Petit, société Eric Petit.biz. Je suis consultant en tout genre, formateur, digital, transition numérique, tout ce que vous voulez. C'est ça.
Bonjour, Edouard Selvi, expert comptable installé à mon compte depuis un peu plus d'1 an dans ces locaux. Voilà, et intéressé par les RGPD, j'ai envie de savoir de quoi on parle, c'est un sujet d'actualité. Jean-François Sable, donc mon activité c'est la stratégie des entreprises via le marketing, la communication dans un premier temps, mais de plus en plus maintenant, donc la transformation digitale et l'innovation des grands groupes et des PME et des TPE, puisque l'enjeu c'est d'amener ces nouvelles technologies à rassembler les humains et à développer les nouveaux modes de travail de plus en plus agiles et de plus en plus dans la légalité aussi, on va en parler. Voilà, bienvenue à tous. Bonjour, Flora Jovel, donc moi je suis alternante à la mêlée depuis septembre et je gère tout ce qui est donc, inscription, adhérents, communication et événementiel. Et Morgane. Excusez-moi pour le retard, je suis toujours à me perdre dans ces trucs. Donc moi je m'appelle Morgane Destré et j'ai créé Investing il y a bientôt 1 an et je gère la communication des petites entreprises sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, j'écris pas mal de blogs aussi. Et mon point fort, c'est que je peux communiquer en plusieurs langues, de l'anglais au portugais, en passant par le néerlandais. Et le français. Voilà. Bon, je vais terminer. Alors, je vais lire. Alors, c'était juste mon truc, mon appareil qui était mis en veille. Voilà, donc merci d'être venu, merci de m'accueillir dans ces lieux. C'est mon premier pitch à la mêlée dans lequel je suis inscrit depuis très peu de temps. Voilà, donc étant récemment arrivé sur la région, et donc voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de consultants, formateurs ou autres. Je suis également consultant, formateur sur les sujets qui sont essentiellement autour de la cybersécurité, cybercriminalité, également tout ce qui est autour de la data privacy, puisqu'on va en parler un peu aujourd'hui. Donc je vois un peu vos centres d'intérêt ou en tout cas vos professions. Voilà, j'ai également un autre job à mi-temps, c'est pour ça que je fais ça à mi-temps. J'ai un autre job à mi-temps, je suis salarié d'IBM depuis maintenant plus de 30 ans sur Paris et j'ai en charge en fait le business développement sur la partie cybersécurité dans les milieux industriels, voilà, tout ce qui est usine, etc. C'est effectivement ça qui m'a permis, déjà je voulais être un peu plus présent, je vais dire, au niveau de la région, donc pouvoir monter une double activité, rester salarié d'IBM, sur une partie de mon activité et l'autre partie être à mon compte. Alors si je vous en parle, c'est parce qu'à un moment donné, vers la fin de ma présentation, je me suis permis de citer juste à un moment donné deux slides sur l'approche IBM en matière de RGPD qui, j'ai trouvé, collait particulièrement bien. On ne parlera pas de produits, on ne parlera pas d'outils, j'ai rien à vous vendre, je vous le dis tout de suite. Mais l'idée c'est vraiment de regarder la démarche, la façon dont ils ont présenté la démarche, c'était pas mal. Voilà. Juste... niveau de connaissance RGPD, juste rapidement, qui connaît déjà un peu le contenu de RGPD, pour en avoir eu des présentations, des formations, des choses comme ça. Donc, vaguement. Vous savez tous par contre ce que veulent dire les lettres, et en sachant que c'est quelque chose qui va arriver bientôt, et voilà. Parce que j'ai prévu mon topo en 45 minutes. Présenter un règlement qui fait une centaine de pages, 90 articles ou l'inverse, je ne sais plus, le tout en 40 minutes ou 45 minutes, sachant que c'est une loi, etc. Je ne serai sûrement pas exhaustif. Donc ceux qui connaissent déjà par cœur ou qui veulent vraiment un domaine très très particulier, vous commencez à voir fleurir sur le net partout des présentations, des propositions de formation qui vont durer 1 journée, 2 journées, 3 journées, une demi-journée que pour le B2C, une demi-journée spécifique sur autre chose qui sont faites par des cabinets d'avocats. Je ne suis pas avocat, donc je le dis tout de suite. Donc tout ce que je vous dis et ce que je vous écris ici, ce sont des avis pour comprendre le RGPD, comprendre ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas un avis d'un juriste. Voilà, donc il faut bien, je préfère juste remettre un petit peu les choses dans leur contexte. L'idée, c'est, je vous parle un petit peu des nouveautés, ce qui est nouveau dans le règlement, ce qu'il faut comprendre, les grandes données clés, et puis comme je vous l'avais mis sur le petit pitch d'introduction,
ce que je vous ferai, c'est aussi, je vous donnerai un petit peu en live sur chacun des éléments, les vérités et contre-vérités qu'on entend aujourd'hui sur le sujet et comment il faut décrypter tout ce que vous entendez comme information, puisqu'on commence à avoir maintenant pas mal de recul, alors non pas sur la jurisprudence, puisque par définition il n'y en a pas, puisque la mise en place effectivement de la loi c'est au mois de mai 2018, donc dans 2 mois. Donc on n'a pas de retour de type jurisprudence. Par contre, on commence à avoir énormément de retours de ce qui est préparé au niveau des entreprises, comment les entreprises s'y préparent, comment les cabinets d'avocats se mettent en place sur ces sujets-là. Donc j'essaierai de vous donner un petit peu, les vérités contre-vérités qu'on peut entendre, puisque je participe à beaucoup de conférences et de sujets, de colloques ou de réunions sur le sujet. Voilà, si ça vous va comme... Alors c'est interruptible, hein, allez-y. Si par contre on passe beaucoup trop de temps sur la définition et que je vois qu'on n'aura pas le temps de traiter à un moment donné, j'arrêterai les questions, mais n'hésitez pas à être interactif au contraire. Hein. Voilà, le contexte RGPD. Alors oui, le contexte. En arrivant là tout à l'heure, je regardais LinkedIn. LinkedIn, le truc qui est arrivé il y a quelques minutes, la présidente de la CNIL met en demeure la société Direct Énergie en raison d'une absence de consentement à la collecte des données de consommation issues du compteur communicant Linky. Je lui demande de se conformer à la loi dans un délai de 3 mois. Bon, ça c'était il y a 20 minutes sur le parking ici. Vous l'avez peut-être reçu, c'est ceux qui sont abonnés à ce genre de choses, mais voilà. Donc c'est pour vous donner une idée, on est dedans, enfin on est dedans, l'actualité elle est là. Et on parle bien du RGPD, des conséquences dans la vie de tous les jours, dans ce qui est même les compteurs électriques, etc. Voilà, donc juste une chose de contexte. Un message ici, c'est un règlement. Alors un règlement, ça s'applique, il n'y a pas besoin d'avoir des lois, etc. Il y aura juste une transcription dans la loi française et une intégration dans la loi française qui va se faire là, qui est en cours de discussion. Par contre, un règlement, c'est un règlement européen, par défaut, il s'applique. Il n'y a pas de retard, de délai, de machin, etc., puisque c'est ça cette vertu juridique. Deuxième chose à savoir, bon, il y a une date du 25 mai 2018, mais personne ne peut dire je ne connais pas le règlement, puisque le règlement, lui, est paru en juin, je crois, attendez, ou en avril, enfin bref, début 2016. C'est-à-dire que le règlement, il est publié, il est connu, il est en vigueur en quelque sorte depuis déjà 2 ans quasiment. C'est simplement qu'il est applicable à partir du mois de mai 2018, donc dans 2 mois. C'est-à-dire que là, on va pouvoir commencer à avoir les amendes, etc. Donc pour s'y préparer, une entreprise qui n'aurait pas commencé à s'y préparer, enfin je parle de grosses entreprises, vous verrez après dans les plans d'action qu'il y a des choses extrêmement simples. Et je dirais, contrairement au message un peu pour faire peur, il y a des choses qui sont simples à mettre en œuvre. Il faut, enfin voilà, beaucoup de grosses entreprises ont lancé des chantiers avec des priorités de budget informatique et autres depuis déjà 2 ans, en sachant que ça va leur arriver. Alors, le contexte, bon ça vous avez vu, je vous donne 2-3 petits articles pour comprendre comment le RGPD se lit dans les articles. Donc en rouge, vous avez les mots importants. Capital, le directeur général d'Uber a avoué mardi, alors ça datait de novembre de l'année dernière, mais ça vous l'avez tous vu, les données personnelles d'utilisateurs avaient été dérobées et que l'attaque informatique avait été dissimulée. Donc deux choses à comprendre que vous comprendrez bien en lisant le RGPD derrière. C'est la notion de dissimulé qui est important et la notion de données dérobées. Enfin voilà, il y a deux sujets qui sont importants là-dessus. Voilà, le monde, c'est juste un intro que je vous donne pour me donner le contexte, parce qu'après on reviendra sur les conséquences et sur ces concepts-là. Bon, le monde, ça vous l'avez vu, hein, ça c'était ce mois-ci, c'était Facebook. Donc voilà, l'entreprise, les données qui ont transité sur Facebook, enfin, vous avez entendu sans doute cette actualité-là. Tout le monde a entendu ça récemment, comme c'est encore fait dans les esprits. Voilà, donc analyse de données de dizaines de millions d'utilisateurs et le à leur insu qui est important. Dans ce domaine-là, bien évidemment. Voilà, autre chose importante aussi, on ne liait pas trop il y a 2 ans, mais on le fait de plus en plus maintenant, de lier le RGPD avec la sécurité informatique. Pourquoi? Parce que ça c'était étonnant, j'étais le premier étonné quand je l'ai entendu. Sur France Bleu, vol de données personnelles en ligne, la France, 2e pays le plus touché au monde, 85 millions d'éléments d'identité volés en 1 an. Bon, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Les États-Unis sont à 167 millions. La Russie est importante aussi, et derrière nous.
83 millions d'éléments d'identité volés, par exemple. C'est Par contre, c'est eux qui piquent. Ah, ça, je n'ai pas dit ça. Voilà. Non, mais bien évidemment. Après, ils ont des spécialisations par pays. Hein. Bien sûr, la Russie, c'est évident. Voilà, donc ça, c'est pour vous situer un petit peu le contexte, un règlement européen, etc. Alors, je n'en reparle pas plus tard, c'est pour ça que je vais en parler juste 2 mots aujourd'hui. Règlement européen, ça s'adresse à... Ça concerne, j'allais dire, le ressortissant, enfin le ressortissant ou la personne qui est sur le territoire européen. D'accord ? Donc une entreprise américaine, aujourd'hui, qui vend sur Internet un certain nombre de choses et qui livre en Allemagne, en France ou en Italie, elle est tenue de respecter le RGPD. D'accord ? Même si elle est basée aux États-Unis, qu'elle n'a rien ici, si ce n'est une adresse de livraison en France ou en Europe. Donc c'est ça. Pourquoi ça a été fait ? Ça a été fait pour les GAFA, pour les Facebook, pour les Google, pour tous ces gens-là, en fait. Parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y avait des problèmes et des litiges, et vous en avez peut-être vu certains, c'était avec l'Espagne il n'y a pas longtemps, où l'équivalent de la CNIL espagnole a voulu épingler Facebook, et il y avait une petite amende ridicule parce que ça ne concernait que, j'allais dire, la filiale espagnole sur le terrain avec la loi espagnole, etc. Ça, c'est pour le but du règlement, il est de pouvoir permettre effectivement à l'ensemble de ces sociétés-là de faire attention à toutes les données de ressortissants européens. Voilà, c'était un peu l'objectif de ce règlement. Donc par défaut, il s'applique à tous. Hein. S'il s'applique à Google, il s'applique aussi au food truck qui est en bas, qui est une petite entreprise d'une seule personne. Voilà, il va s'appliquer à tout le monde, mais de manière granulaire. Voilà. Là, j'ai reçu la semaine dernière de Google une nouvelle condition d'utilisation. Oui, parce que alors vous commencez à les recevoir. C'est peut-être lié. C'est complètement lié. Oui, c'est complètement lié. Vous commencez à le recevoir des Google et autres, parce que quand vous vous connectez au bout d'un moment, vous êtes obligé de passer, contrairement à la petite case à cocher que personne ne lisait, maintenant vous êtes obligé de passer par ce sujet, vous allez voir pourquoi. Donc c'est important pour tout ce qui est transformation numérique des entreprises sur lesquelles vous êtes, parce qu'il va y avoir des choses à faire de ce côté-là. Vous le recevez maintenant des banques aussi. Il y a un certain nombre de banques qui aussi vous envoient revérifier vos données personnelles. Alors si on vous demande de les vérifier, c'est pas juste comme ça par défaut. C'est aussi pour récupérer votre consentement et garder votre consentement sur quelque chose qui n'était pas jusque-là tracé, on va dire. Mais le RGPD oblige à tracer ça, donc vous commencez à avoir maintenant un certain nombre de choses beaucoup plus, j'allais dire, directives quand vous vous connectez à un site marchand ou à votre banque ou à des choses comme ça. C'est bien évidemment l'entrée en vigueur du RGPD qui est derrière. Voilà. Alors, on rentre un peu dans le texte de loi. Alors, comme c'est un texte de loi qui fait 100 pages, je suis désolé, de temps en temps, il y a beaucoup de mots écrits sur les slides. Il n'y a pas que des images. Parce que c'est un peu difficile d'illustrer un texte de loi, vous comprenez bien. Donc voilà, ça concerne quoi ? Ça concerne des données à caractère personnel. Alors je vous donne juste des petits exemples hein, dans ce que je vous dis. Donc l'information sera rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Je n'ai pas forcément votre nom, votre prénom, mais si je sais qu'il y a un individu qui habite à telle adresse, qui à telle heure fait telle action, etc., en recoupant plusieurs informations, je finis par trouver un individu ou une donnée qui se rapporte à un individu. Donc à partir d'une géolocalisation, par exemple, typiquement, c'est une donnée qui peut se rapporter à un individu, une donnée considérée comme caractère personnel. Voilà, donc il ne faut pas oublier cette notion-là. Et le traitement, toute opération ou ensemble d'opérations, effectuée ou non à l'aide de procédés automatisés, ça c'est important. Si je n'ai pas d'informatique, j'ai qu'une fiche papier, vous êtes dedans aussi. Vous avez qu'une feuille avec votre liste de listing de clients, par exemple, vous êtes tenu effectivement à ça, c'est pas obligatoirement informatisé. Voilà. Opération, donc alors je passe les opérations, mais ça peut être par exemple de la captation de vidéo. Une vidéosurveillance à l'entrée de votre immeuble, typiquement, c'est un traitement d'une donnée à caractère personnel, puisqu'on peut reconnaître votre visage quand vous passez. Voilà, donc c'est des sujets qui sont assez sensibles, ça ne couvre pas forcément que le bon vieux fichier client dont qu'on a en tête au niveau de business sur Internet. Voilà. Ça concerne ensuite, donc il y a une notion de données sensibles qui sont listées. Donc les données sensibles elles sont listées là, hein, origine raciale, technique, opinion politique, philosophique, etc., religieuse et tout. Bon, si par exemple, alors je donne un exemple, mais si en face de votre nom, un
food truck, mais qu'il coche parce que vous voulez de la nourriture halal ou de la nourriture cachère, typiquement, vous commencez à rentrer dans des données sensibles. Voilà, c'est ce genre de choses, il faut faire attention à ça. Ou des données de santé. Voilà, des données de santé du style, vous avez votre montre connectée, vous allez faire votre jogging, mais vous mettez vos pulsations cardiaques, vous mettez votre poids, vous mettez votre taille, vous mettez votre truc, etc. pour calculer les calories que vous allez brûler. Typiquement, celui qui récupère ces données-là dans un objet connecté va devoir se conformer parce que, attention, vous êtes à limite données de santé, quoi. Donc, si quelqu'un vous récupère les informations et en fait quelque chose, il sait qu'il peut agir chez vous sur l'émotion, sur le cœur, sur n'importe quoi. Voilà. Donc c'est ça en fait qu'il y a derrière, hein, au niveau des données. Les acteurs concernés, donc il y a la personne physique, donc on appelle ça data subject dans la loi, parce que je rappelle, donc il y a beaucoup de mots anglais parce que c'est une loi européenne. C'est ce qu'on appelle le data subject, c'est-à-dire c'est vous, c'est l'employé d'une entreprise, c'est pas que le client, c'est l'employé, c'est le partenaire, etc. Tout ce qui peut être tout individu qui peut être identifié physiquement. Il y a le responsable de traitement, vous allez revenir, on va voir pas mal de choses sur le RT, le responsable de traitement plus tard. Donc ce sont les organismes qui déterminent les finalités. En gros, c'est l'entreprise. Voilà, pour faire simple, c'est l'entreprise. Et les sous-traitants qui ont un rôle extrêmement important maintenant, parce que ça aussi, la loi a été faite pour eux. C'est toutes vos données aujourd'hui, elles partent dans des clouds à droite à gauche sur des serveurs dont vous ne savez pas trop où c'est, etc. Ces sous-traitants, ceux que cette connaissance va définir en tant que sous-traitants, ont énormément plus de responsabilités que ce qu'ils avaient avant. C'est un des objectifs de la loi. Donc ces acteurs sont importants. Donc soit vous êtes prestataire informatique, mais je crois que ce n'est pas trop le cas dans votre panel. Mais si vous êtes prestataire pour le compte d'une société, attention, ce que les sociétés vous confient, vous êtes tenu à un certain nombre de conséquences sur le règlement, au même titre que celui qui vous donne la donnée, qui vous confie la donnée. Voilà. Et vous avez même des obligations supplémentaires que vous verrez par la suite. Voilà. Bon, est-ce que ça vous va pour l'instant, le côté définition, hein, c'est du juridique, hein, c'est pas très super important. Les objectifs de la réforme, alors renforcer les droits des personnes. Alors, une chose importante, vérité contre vérité. RGPD, c'est nouveau, c'est un nouveau truc qui tombe sur les entreprises, etc., ce qu'on entend dire, et ça va nous demander du travail, etc., etc. J'allais dire, faux. Ce n'est qu'un renforcement des droits des personnes. Vous verrez après, vous avez en France la loi de 78, informatique et liberté. Ça fait juste, ça va faire 40 ans cette année que vous êtes censé être conforme. Donc celui qui n'a pas été conforme sur définir ce que c'est qu'un traitement, la finalité du traitement, qui va faire pourquoi il stocke telle donnée, pour quel environnement, de prévenir la personne, lui d'avoir son consentement, etc. et autres choses, ça vous êtes censé le faire depuis 40 ans. Donc, le message de la CNIL, c'est ne pas nous dire que c'est nouveau. Voilà, c'est vraiment, le RGPD vient au-dessus d'une loi qui existe, qui a été modifiée derrière, etc. Voilà, donc c'est un renforcement du droit des personnes. Alors, autre chose, c'est européen. En France, on est, entre guillemets, bien loti avec la loi de 78. C'est pas le cas de tous les autres pays. Donc, et encore moins des anglo-saxons. Qui pour eux, une donnée personnelle, c'est un objet qu'on vend, alors que pour nous, c'est la prolongation de l'identité quelque part. Pour nous, latin, enfin, on va dire, du vieux continent. Donc c'est deux philosophies qui s'affrontent, et pour eux, ça leur fait très très mal, beaucoup plus qu'à nous Français, l'arrivée du RGPD, parce qu'eux, ils se prennent 40 ans d'historique d'un coup. Voilà. Responsabilité, objectif, responsabilité, les acteurs traitant les données, donc les responsables et les sous-traitants. Il n'est plus question qu'un Google ou qu'un Facebook ou qu'un je ne sais pas qui fasse ce qu'il veut des données que vous lui confiez et qui se mettent à les revendre, à les donner, à les distribuer, etc. L'objectif de ce règlement, c'est ça, essentiellement. Crédibiliser la régulation, coopération renforcée entre les autorités et les sanctions renforcées, et un cadre juridique pour l'ensemble de l'UE. Ça veut dire que, par exemple, une entreprise qui serait sur plusieurs pays en Europe, elle s'adresse à la CNIL en France. La position de la CNIL sera valable aussi bien pour l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, etc. Idem, si une entreprise, si un individu attaque via l'équivalent CNIL espagnol quelque chose, ça va s'appliquer aussi en France. Voilà, c'est le côté guichet unique en fait qu'ils ont mis en place dans ce règlement. Voilà, jusque-là, est-ce qu'il y a des surprises pour l'instant ou pas? Non? Parmi vous? Non.
C'est des choses que vous connaissez, ou vous doutiez? Doutier. Vous doutiez, mais c'est confirmé, quoi. Voilà. Ok. Renforcement, alors, ce que fait la loi, renforcement du droit des personnes. Qu'est-ce que fait la loi? Donc, voilà, ce que je vous disais, renforcer et la notion de transparence par rapport à la loi de 78, amendée en 2004, puis 2006, etc. Il y a eu plusieurs choses, mais on est toujours sur cette fameuse loi informatique et liberté chez nous. Donc, et il y aura du virgule, normalement 2018, qui sera effectivement l'incrément, j'allais dire, du RGPD dans la fameuse loi de 78 qui va continuer. Pour nous, ça va être un supplément au niveau de la transcription dans la loi française. Voilà. Ce qui va changer, c'est quoi? C'est que l'information doit être claire, intelligible, aisément accessible aux personnes concernées. Beaucoup d'abus jusque-là en disant la petite case que vous cochez en bas en disant j'ai lu et j'accepte les conditions générales d'achat sur Internet. Puis dans ces conditions générales d'achat, vous commencez à scroller, puis vous avez, je ne sais pas qui lit ces conditions générales d'achat, mais vous avez 10 pages à suivre, etc. Puis à un moment donné, vers la fin, vous avez un paragraphe, si vous regardez bien dans ces conditions générales, qui va s'appeler informatique et liberté, ou je sais pas quoi, ou données personnelles, ou consent. Enfin, vous avez. Donc c'est un petit bout d'un truc qui est lisible par le commun des mortels. Et à part avoir fait des études de droit ou être juriste d'entreprise, personne ne va regarder quel est son réel impact. Donc c'est la notion de clarté intelligible, aisément accessible, qui est la nouveauté de ce texte de loi. D'où vous avez, quand vous allez sur Google par exemple, vous commencez à voir des messages arriver, vous avez des messages on ne peut plus clairs sur ce que vous devez faire. J'ai une banque récemment, laquelle je suis client, il y avait des informations par exemple sur les cookies, quand vous vous connectez sur les cookies. Les cookies sont des données personnelles. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ce sont des données personnelles puisqu'on va enregistrer un certain nombre de données techniques de connexion qui peuvent vous identifier, l'adresse IP, le machin, où est-ce que vous allez, comment vous naviguez, sur quoi vous naviguez, votre géolocalisation, etc. Tout ça pour vous faciliter l'usage. Jusque-là, vous aviez un petit bandeau en haut qui s'affiche, puis vous continuez, vous avancez dans votre truc, pop, le bandeau disparaît au bout de 3 clics, et puis vous êtes sur votre page web, vous ne savez pas finalement si vous l'avez accepté, pas accepté, voilà. Là maintenant, ça va être clair, c'est-à-dire que certaines banques commencent à dire pour naviguer sur notre site, pour optimiser le site, et ils expliquent pourquoi, donc finalité du traitement, on va recueillir tel type de données, donc votre localisation, votre adresse IP, vos clics, etc. Et on va dire combien de temps on le garde, c'est-à-dire ces données-là seront effacées à la déconnexion du site, par exemple, donc vous donnez une limite. Donc tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement, normalement, intelligible, clair, aisément accessible, alors que jusqu'à présent, personne ne sait, enfin le commun des mortels, peut-être pas ici, parce que vous êtes quand même un public un peu averti, on va dire, en termes de technologie, mais le commun des mortels ne sait pas ce que c'est que les cookies et à quoi ça sert. Voilà, donc c'est ça qu'apporte le texte. Deuxièmement, l'expression du consentement qui doit être définie. Jusque-là, vous cliquez par défaut, vous avez des coches par défaut en disant j'accepte ou j'accepte que mes données soient transmises à des partenaires commerciaux qui derrière vous relancez, puis vous pouvez à la limite décocher la case. Bon, ça maintenant, mais ça on le voit de moins en moins parce que les gens s'y sont mis. Maintenant, vous devez cocher la case si vous acceptez, non plus décocher une case par défaut. Voilà. J'ai même vu des sites où les conditions générales, on est obligé d'aller scroller jusqu'à la fin pour que la pour case acceptée puisse s'active qu'à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et normalement, ils sont censés, alors pour le côté clair, parce qu'au bout d'un moment, vous allez faire quoi? Vous allez regarder le truc, vous allez savoir que c'est la fin, donc vous descendez sans lire et puis vous y allez. Mais s'il y a un moment donné, ils sont censés, normalement, la règle avec la loi, c'est ce qui va arriver, c'est vous avez un résumé des conditions générales sur, quelque part, ce qui font des données au niveau des données personnelles. C'est-à-dire que vous devriez avoir un petit encart au début, et puis si vous voulez en savoir plus sur le détail du contenu, à ce moment-là, vous pouvez cliquer, puis vous zoomez, si vous êtes le juriste hyper expert. Mais normalement, c'est le côté clair, intelligible, aisément accessible qui va ressortir. Voilà. Donc après, à vous de mettre dans les conditions générales. Donc là, il y a plein d'avocats qui vont vous aider à rédiger vos nouvelles conditions. Par rapport aux cookies, les cookies, le contenu dedans, c'est souvent des identifiants de session, c'est ceux qui permettent de retrouver quelqu'un. Mais en termes de données, ce qui permet de retrouver quelqu'un, la donnée, c'est pas forcément le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse. Mais c'est l'usage qu'on en fait au travers d'outils comme Google Analytics ou des trackers comme ça qui permettent de dire, de l'interpréter. Oui. Mais dans ce cas-là, vous dites quelle est la finalité. Tout le problème, il est que le RGPD, retenez, c'est une question de confiance.
Quand on veut le vendre positivement à un client, le RGPD, c'est pas vous avez encore un nouveau truc à faire au niveau réglementaire. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez la confiance de vos clients. Si le client il sait ce que vous faites des données, et vous lui expliquez quelle est la finalité. La finalité, ce sont des données techniques qu'on recueille dans un but de vous faciliter la navigation. Voilà. Et après, ces données sont effacées. Donc la personne, quelque part, elle a confiance parce qu'on lui a dit, il n'y a pas de doute sur le fait de mais est-ce qu'ils vont avoir mon identifiant, est-ce qu'ils vont avoir est-ce qu'ils sont capables de remonter, parce que le commun des mortels peut se dire, mais est-ce qu'ils sont capables de remonter sur mon adresse IP sur les cookies? Je ne sais pas. Après, vous avez des cookies techniques, puis vous avez des cookies fonctionnels quelque part. Vous avez des types de cookies qui vont regarder les côtés navigation, combien de temps vous passez sur telle page, etc. Donc après, c'est à des fins, voilà. C'est plus tout ce qui est script qui permet de retracer par exemple, les comportements sur le site et tout ça, oui, plutôt que le cookies à lui-même. Le cookie, c'est le lien entre l'utilisateur et je dirais la donnée retravaillée. C'est le pivot, c'est la donnée pivot. Entre guillemets, c'est les données techniques qui permettent de faire ce pivot en fait. Mais ça, il faut, pour moi, il faut juste clarifier ce que vous en faites. Si vous voyez que c'est quelque chose qui ne permet pas de remonter, vous n'avez pas besoin de l'utiliser, vous n'avez pas besoin de le déclarer. RGPD, ça veut pas dire on déclare tout. On ne déclare que les données à caractère personnel. Donc, à un moment donné, si les données que vous récupérez ne sont plus qu'à des fins marketing, etc., vous n'avez pas besoin. Ouais, parce que je sais pas, quand on utilise genre Google Analytics, on récupère des tas de données qui sont fournies par l'outil. Oui. Mais je suis incapable, moi, si je dois dire tout ce que peut faire Google Analytics par rapport à un client, j'ai un peu de. Voilà, voilà. Bon, je ne veux pas perturber là. Alors, je ne vous ai pas lu de la suite de l'article tout à l'heure, par exemple, sur les compteurs Linky. L'article, il est long, si vous voulez aller le voir ce matin. L'article sur les compteurs Linky, ce qui a été remis en cause, c'était de la fourniture de la consommation journalière en électricité. Est-ce que dans votre esprit, c'est une donnée personnelle? Directement, que vous consommiez 2 kW ou 1,5 ou 8, quelque part, on s'en fiche. Mais c'est sur le consentement pour donner la consommation journalière qui se sont fait retoquer. Pourquoi? Parce que la consommation journalière permet de savoir si quelque part quelqu'un qui a ça, il sait, si vous êtes présent ou absent, combien de personnes vivent dans la maison, enfin, des tas de recoupements qui vont être, entre guillemets, autour de votre vie privée ou de vos comportements d'achat ou de vos comportements de vie. C'est pas une donnée, c'est pas une donnée brute qui est une donnée personnelle. Sur les cookies, on va voir votre comportement d'achat. Vous cliquez vous allez sur, je sais pas, vous achetez quelque chose sur un site marchand, que vous soyez quelqu'un qui va aller directement sur ce que vous cherchez par un moteur de recherche ou par un mot-clé, ou alors quelqu'un qui va regarder 125 articles qui sont à la fois des chaussures, des roulements à billes, des machins, j'en sais pas, que sais-je, ils vont pouvoir peut-être déduire des types de comportements que vous avez. Mais ce n'est pas une donnée personnelle, il n'y a ni votre nom ni votre prénom, mais quelque part on sait que cet acheteur qui se connecte sous cet identifiant-là, il va avoir tel comportement et donc on va l'orienter. Quelque part on va l'orienter à son insu, si vous vous souvenez le mot tout à l'heure là-bas, c'est à son insu, on va l'orienter vers des pages où on va décider à sa place quel type de pub on va lui mettre. C'est ça qu'il y a derrière en fait. Voilà. Donc tout ça c'est... Comme je vous dis, il n'y a pas un texte unique, parce que pourquoi les cabinets d'avocats rentrent dans cette loi? C'est parce qu'il va y avoir des jurisprudences, il va y avoir des cas limites, il va y avoir des tas de cas d'école qui vont se traiter au cas par cas. Voilà. Oui. Juste une petite question par rapport aux cookies. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de sites où quand on refuse des cookies, globalement, on ne peut pas accéder au site. D'accord? Oui. Est-ce que, dans le cadre de cette loi, est-ce qu'il pourrait y avoir une différenciation et avec une obligation de pouvoir quand même accéder au site, même si les cookies ne sont pas accessibles? Alors là, je ne sais pas. Tout ce que je vois, moi, surtout, c'est quand vous n'acceptez pas les cookies, 9 fois sur 10, vous allez naviguer quand même sur le site, mais il n'est pas optimisé forcément. Il y en a qui sont... voilà. Et au-delà de ça, des fois, on a un moment qui s'affiche, puis qu'on clique ou pas, le site fonctionne. Oui, mais il sera bloqué jusqu'à ce qu'on donne une réponse. Voilà. Alors, justement, c'est tout ça qu'il va falloir, c'est tout ça que vous allez voir changer progressivement. Parce qu'à ce moment-là, si jamais je dis ni je refuse, ni j'accepte,
Est-ce qu'ils les prennent ou pas les cookies? Typiquement, vous ne le savez pas. Donc normalement, ça, vous ne devriez plus avoir ce doute à partir du mois de mai. Et si vous avez le doute et que vous attaquez la CNIL, quelque part, vous avez raison, puisqu'on ne vous a pas demandé le consentement explicite. C'est la notion de consentement explicite. Ça veut dire qu'avant même d'entrer sur un site, à chaque fois, on aura un bandeau. Est-ce que vous acceptez ça? Au moins la première fois, parce que l'idée, le problème, c'est que si vous rentrez avec votre nom, parce que vous êtes déjà client, vous allez donner votre consentement une fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an, et si vous allez tous les jours sur le site, on ne va pas vous le redemander. Mais par contre, on va vous le redemander peut-être un renouvellement de temps en temps. Dès qu'on n'est pas identifié, en fait. Alors tant que vous n'êtes pas identifié, vous êtes comme le client lambda, mais vous n'êtes pas identifié en tant que personne. Donc vous avez juste les cookies, mais qui vont s'afficher après. Après, on oublie votre trace. Une fois que vous quittez, vous déconnectez, quelque part, si vous n'êtes jamais identifié, on oublie votre trace. La seule chose qu'on va identifier, c'est les cookies pendant la session. Mais après, ceux-là vont être explicites, normalement. Voilà. Bon, j'avance, je ne sais pas du tout quelle heure il est. 12h53. 12h53. Et l'expression du consentement, comment elle peut être stockée? Alors justement, on va y venir, mais ça c'est à vous de le faire. C'est à vous de voir, vous le stockez comme vous voulez, du moment que vous avez... C'est une notion de charge de la preuve, on va revenir après. Bon écoutez, j'avance un petit peu parce que je vois que il y a des questions, mais... les nouveaux droits, donc ça c'est ce qui était du renforcement de ce qui existait en gros, avec transparence, etc. Et là des nouveaux droits, donc portabilité des données, récupérer les données, c'est-à-dire que vous êtes en droit, je quitte Orange et je vais chez Bouygues, je suis en droit de leur demander de transférer l'ensemble de mes données, de mes données personnelles qu'ils ont. Donc chaque entreprise doit avoir un format dans lequel il est capable de vous rendre vos données dans un but d'être exploité par quelqu'un d'autre, un concurrent, n'importe qui, etc. Conditions particulières pour les enfants, moins de 16 ans. Alors moins de 16 ans c'est la loi, j'ai entendu des rumeurs qui disaient qu'en France ils veulent mettre du 15 ans. Bon, il y a du pour, il y a du contre, etc. Mais terme clair et simple que l'enfant peut comprendre, le consentement doit être retenu auprès de l'autorité parentale, et puis l'enfant peut, une fois qu'il a 18 ans, il peut demander à être effacé du site éventuellement. Voilà, ça c'est des nouveautés. Conformité, donc voilà, basé sur transparence et responsabilisation. Le gros, alors, avantage, inconvénient toujours de ce règlement. L'avantage énorme, plus de formalité préalable, pas de déclaration CNIL, fini. D'ailleurs, ils n'en prennent plus maintenant depuis que la loi est sortie. Vous avez un nouveau fichier, un nouveau traitement, etc. Ils vous disent, conformez-vous au RGPD tout de suite. On ne va pas vous faire l'autorisation CNIL, machin, pour des données ressources humaines, pour des données... Déclaration, ça c'est... Voilà, ces déclarations, en fait, vous n'avez plus de notion de déclaration. Par contre, logique de conformité, c'est-à-dire qu'on va vous demander derrière, c'est un certain nombre de choses qui sont importantes que j'ai mis en rouge dans ce transparent, et ça c'est s'il y a des choses à retenir sur la logique dans laquelle RGPD vous met par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est les mots en rouge de ce slide. Le premier c'est protection dès la conception et par défaut, privacy by design et by default, principe de minimisation, c'est-à-dire que pour faire un traitement donné, du style je veux livrer des colis, je prends une commande de fleurs par exemple et puis je dois livrer des fleurs à distance sur un site marchand. Voilà, c'est mon activité. Vous ne devez prendre que les informations et uniquement les informations dont vous avez besoin pour faire ça. C'est-à-dire un nom, un prénom, une adresse de livraison, un numéro de téléphone pour la livraison et basta. Vous vous fichez de savoir si la personne c'est un homme, c'est une femme, il est marié, il est célibataire, il a sa date de naissance, etc. quelque part, parce que le principe de minimisation, c'est que vous ne lui demandez que ce qui est nécessaire pour le traitement. Et là-dessus, même pour ce qui est de l'exécution du contrat, vous n'avez même pas de précaution à prendre, parce que par défaut, on suppose que les données dont vous avez besoin au minimum pour l'exécution du contrat que vous avez, vous êtes obligé de les prendre quelque part. Il n'y a même pas besoin de demander le consentement de la personne, sinon il ne passe pas sa commande. Si je refuse de donner mon adresse de livraison, je ne serai jamais livré. Donc vous ne pouvez pas faire marcher le contrat, donc quelque part, prendre cette adresse de livraison ne demande pas un consentement, il est explicite par l'exécution du contrat. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si je lance des promos, par exemple, sur un bouquet de fleurs offert le mois de votre anniversaire, j'ai besoin de la date de naissance. Donc dans ce cas-là, vous devez expliquer, si je prends la date de naissance, c'est parce que nous faisons une promotion, machin, vous pouvez l'accepter ou la refuser, mais il faut expliquer le pourquoi vous prenez une donnée. Ça, c'est le by default et le by design. By design, c'est-à-dire que vous faites dès le début de votre nouveau produit. Tiens, je veux lancer une nouvelle activité, il faut déjà avoir regardé ce que vous collectez comme données et pas avoir d'abord lancé l'activité, une montre connectée, un truc, etc., sans avoir vu
quels étaient les impacts sur la partie données personnelles qui vont être stockées. Voilà. Donc c'est ça, ces notions qui sont importantes. Et la deuxième notion qui est importante, c'est l'allègement des formalités et la notion d'accountability. Alors celui-là on traduit mal parce que accountability, il n'y a pas de mot français exact, parce que c'est à la fois la notion de responsabilité, qui est dans accountable, quand on dit quelqu'un est accountable, et en même temps le fait que c'est lui qui a la charge de la preuve quelque part. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que cette notion, c'est un peu une double notion, donc on laisse souvent le mot, vous verrez souvent le mot laissé en anglais, l'accountability. Conséquence, voilà, c'est-à-dire vous devez mettre en place des mesures, vous voyez, responsable de traitement et sous-traitant, et c'est ce principe d'accountability, c'est-à-dire que la CNIL ne va plus vous demander de demande d'autorisation, etc. Par contre, à tout moment, vous devez, c'est à vous c'est vous qui avez la charge de la preuve, c'est à vous d'apporter la preuve que vous avez eu les consentements, etc. Voilà, donc suppression des obligations, d'où pour pouvoir faire tout ça, des nouvelles choses qui arrivent au niveau de la loi, donc la mise en place d'études d'impact sur la vie privée, ou PIA en anglais. Donc pour tout ce qui est traitement à risque, c'est obligatoire. Ça par contre, c'est des éléments qu'il faut que vous gardiez chez vous. Alors, peu importe le format, vous en fichez complètement. La CNIL propose des petits logiciels qui sont assez bien faits, sur lesquels vous rentrez un certain nombre de choses. C'est-à-dire que vous devez voir pour tel traitement, je vais faire de la vidéo parce que j'ai mon contrôle d'accès par exemple là-dessus. Donc quel est le risque? Donc il faut au moins que vous montriez que vous avez réfléchi au risque pour l'individu si ces données partent, quelles sont les conséquences, et du coup quelles sont les mesures de protection que je mets en place. Ben, je les mets dans un coffre, je les mets dans la banque, dans un truc sauvegardé, ou j'externalise, ou alors je ne donne l'accès qu'à 2 personnes et celles-là elles sont formées, etc. Vous devez apporter la preuve que vous avez réfléchi sur ces mesures. Et tout ça, entre guillemets, c'est ce qui va être auditable pour le jour où la CNIL vient vous voir en disant on a des plaintes, on a des défauts, etc. Montrez-moi que vous avez ces documents-là. Voilà. Si vous n'êtes pas capable de les montrer, c'est là que les ennuis commencent. Voilà. Par contre, si vous êtes capable de les démontrer, parce que vous les avez tenus à jour, à la fois les registres des traitements, les études d'impact quand c'est nécessaire, dans ce cas-là, normalement, vous n'avez pas trop de difficultés. Voilà, obligation de sécurité, alors ça aussi pour les entreprises ça peut être important. Obligation de sécurité notification, limitée à 72 heures, c'est très court. Des violations de données personnelles pour tous les responsables de traitement. Rappelez-vous tout à l'heure Hubert, le truc que je vous ai dit. Ils savaient depuis plusieurs mois que les données avaient été volées, mais personne ils avaient gardé ça dans l'entreprise. Ils avaient dissimulé le truc, ils l'avaient gardé. Bon là maintenant, si en 72 heures c'est pas dit, notifié à la CNIL et voire même aux personnes qui ont eu les données volées, et que vous dépassez les 72 heures, là vous n'êtes pas bien. Donc pour les entreprises, je ne vous cache pas que ça veut dire des moyens de remontée d'informations. Comment j'ai l'information, comment je la remonte, comment mon service informatique m'avertit, il faut voir un peu les conséquences sur les processus. Service communication. Voilà. Donc vous avez, il y a un petit peu de travail à faire de ce côté-là, au moins pour être certain que c'est fait. Alors, c'est à partir de la notification de 72 heures des violations de données. Je ne l'ai pas mis parce que je n'avais pas la place, mais c'est à partir du moment, bien sûr, où on en a connaissance. Parce que quand on se fait pirater un fichier, un compte, etc., il peut se passer 1 an, 6 mois, pendant lequel vous ne vous en rendez pas compte. C'est à partir du moment où vous vous en rendez compte, parce qu'une information a transité, parce que vous avez analysé votre système d'information, puis vous vous rendez compte qu'il y avait une vulnérabilité à tel endroit, et que les données sont sorties, qu'au moment où vous en avez pris la connaissance, là vous avez 72 heures pour déclarer. Voilà. Mais vous pouvez très bien, parce que sinon c'est infaisable, en sachant que quand il y a un risque de cybersécurité, souvent on sait qu'il y a 250 ou 300 jours en moyenne avant qu'une faille soit détectée en fait, dans les entreprises. Donc quasiment c'est toujours 1 an après la panne. Voilà. Le rôle du DPO, donc un nouveau rôle qui est une nouvelle mission. Alors avant vous aviez des correspondants informatiques et liberté dans certaines entreprises, ça vous parle. Le CIL en tant que tel n'existe plus, il est remplacé par un autre job qui s'appelle le DPO, donc Data Protection Officer. Alors pour le secteur obligatoire pour le secteur public, quand il y a un suivi, donc ça c'est vous faites de la vidéo, des choses, etc. Ou alors vous allez sur des sites et vous scrollez des personnes à grande échelle, donc ça vous avez besoin de ça.
Données sensibles et entreprises. Alors, à confirmer, je mets parce que ça c'était il y a 1 an et demi, on attendait parce que la France allait peut-être mettre une limite ou pas, en le rendant obligatoire pour les entreprises de plus de 250 salariés, d'autres ne voulaient pas, enfin bon bref. Ça on attend les tests de loi. Alors qui sait et qu'est-ce qu'il fait? Il informe et conseille le responsable de traitement et le sous-traitant, contrôle le respect de la réglementation, conseille à la réalisation d'un avis d'impact et coopère avec l'autorité de contrôle, donc la CNIL en France. Voilà. Il peut être à temps partiel, interne ou externe. Donc ce que vous avez beaucoup, c'est que beaucoup de PME ne peuvent pas se permettre d'avoir un DPO, c'est évident. Donc à la limite, vous pouvez l'externaliser, du style, vous avez un DPO en prestation, il y a des gens qui proposent des prestations pour être DPO à temps partiel, 1 jour par mois, 2 jours par mois, à la demande, etc. Mais à partir du moment où il est DPO, quelque part, il est officiellement, il a le titre de DPO, il est déclaré à la CNIL comme étant l'interlocuteur de l'entreprise XY. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui soit nommé sur ces sujets. Voilà. Alors les dispositifs, outils de conformité, responsabilité partagée. Alors attendez. Tenue de registre des traitements. Donc voilà, ça c'est ce que vous devez avoir normalement en tant qu'entreprise pour, entre guillemets, pour être conforme au RGPD. Donc tenue de registre des traitements. Vous allez voir après dans les méthodologies que c'est un petit peu le plus compliqué. Il y a beaucoup d'entreprises qui en sont encore que là aujourd'hui en France. Je vous disais un petit peu état des lieux. Beaucoup de petites entreprises, petites et moyennes entreprises prennent conscience que très tard de l'arrivée du RGPD, parce qu'au fur et à mesure on commence à en parler, puis n'avaient pas ni le temps ni les moyens forcément de s'y mettre, mais là il y a un minimum à faire. Le minimum à faire, c'est déjà le registre des traitements. C'est de comprendre déjà dans votre activité qu'est-ce que vous avez comme traitement. Bien sûr, les traitements qui concernent les données personnelles. Je n'ai pas mis tous les traitements de l'entreprise, on n'est pas en train de faire des cartographies sur toute l'activité. C'est valable, oui, que ce soit en externe pour les clients, mais aussi en interne en RH. Bien sûr. Oui, j'étais passé vite tout à l'heure, mais c'est bien, on parle bien de données dès qu'il y a un individu qui est reconnu en tant que personne qui travaille pour l'entreprise. Ça peut être un client, un partenaire, un fournisseur. Ouais, donc ça ne concerne pas que le service marketing. Et les RH. Voilà. Souvent, essentiellement, c'est les gens qui font de. Enfin, je travaille là en assistance là, sur une entreprise de la région. Eux, ils ont identifié, il y a deux services principaux qui sont les RH. Mais entre guillemets, c'est pas le plus compliqué au niveau des RH parce que les RH ont déjà un certain nombre de réglementations, de lois, de contrôles, de CHSCT, de machin, etc., de tous ces sujets-là qui déjà prennent en compte la notion un peu de data privacy au sens large. La seule chose que les RH doivent mettre en place, c'est tout le côté maintenant preuve du contrôle. C'est le côté accountability, c'est-à-dire que je dois prouver que j'ai eu le consentement de mes salariés sur l'installation d'une caméra de vidéosurveillance à l'entrée, par exemple, c'est tout bête. C'est plus déclaratif, avant il fallait le déclarer, maintenant... Avant vous déclariez, puisque vous déclariez à la CNIL, j'ai le fichier du personnel, machin, et puis maintenant c'est à vous d'apporter la preuve. Puis quand vous transmettez par exemple le fichier du personnel, c'est tout bête, mais au CE, c'est une autre entité, ou à la mutuelle, ou à je ne sais qui encore, dans ce cas-là vous devez aussi avoir le consentement, parce que vous détenez des données personnelles qui doivent être simplement notées par type de traitement. Par exemple, pour la paye, je n'ai pas besoin de savoir quel est le nombre de gamins que la personne. Par contre, pour la mutuelle, c'est important. Parce qu'il y a les ayants droit, des notions d'ayants droit. Donc la finalité du traitement pour la mutuelle va être, pour traiter des ayants droit, j'ai besoin de savoir le nombre d'enfants déclarés, machin, etc. Donc vous devez en fait avoir cette vision de l'ensemble de vos registres. Avant, vous déclariez un fichier global et puis vous l'aviez. Voilà, c'est ça qu'il va falloir mettre en place. Donc le DPO, étude d'impact, certification de traitement. Voilà. Alors responsabilité partagée, ça je vais aller assez rapidement. C'est juste, oui, pour vous rappeler tout à l'heure que le sous-traitant, celui qui vous héberge votre informatique par exemple, jusqu'à présent il y avait, alors ça je le sais aussi par mon autre job, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup vous hébergez mes données, vous hébergez mon backup, mon secours, etc., mon site ou mes applications. Jusque-là c'était moi qui vous confiait ça, j'étais responsable un peu du contenu de mes données, etc. Bon, je vous demandais des choses en termes de sécurité, bien évidemment, je vérifiais que c'était conforme. Maintenant, le sous-traitant a l'obligation, si lui se fait hacker, par exemple, d'avoir les fameuses 72 heures pour vous déclarer, si lui a un problème, une faille de sécurité, lui doit avoir mis en place tous les systèmes de protection sur ses données, et doit même être force de conseil vis-à-vis de vous pour vous dire quel est l'état de l'art et la meilleure solution sur ces sujets-là. Voilà, donc dans le domaine du numérique,
il y a autant, voire plus de travail à faire en termes de sous-traitants qu'en termes de responsable de traitement, qui lui est beaucoup du déclaratif, du process, etc. Voilà. Les sanctions, alors les sanctions responsables, sanctions administratives importantes en cas de méconnaissance. J'ai mis le mot méconnaissance en rouge, pourquoi? Parce que nul n'est censé ignorer la loi en France, hein. C'est bien le problème. Et donc, vous avez deux natures de sanctions avec deux seuils. Vous avez le seuil du « en gros, j'ai pas fait exprès parce que machin, etc. » Puis vous avez le seuil de « j'ai volontairement camouflé des données » ou alors « j'ai vendu alors que je savais très bien que je pouvais pas le faire des données ». Donc c'est une notion de volontaire ou une notion de pas volontaire. Mais vous avez quand même une notion de pas volontaire qui peut être sur de la méconnaissance des dispositifs. Donc voilà, c'était pour vous alerter en fait sur ce sujet-là. D'où tout ce que vous pouvez voir qui sont des séances un petit peu comme celle d'aujourd'hui, peut-être qui est la prise de connaissance du RGPD ou des formations. Vous avez des webinars, vous avez tout un tas de choses qui arrivent maintenant sur le RGPD que vous voyez, si vous êtes abonné sur ces types de choses, vous en voyez de plus en plus. Voilà, donc les autorités peuvent prononcer un avertissement, mettre en demeure l'entreprise, limiter un traitement, etc. Bon, exemple, ce matin, là, sur ce que je vous ai lu tout à l'heure sur mon téléphone, mise en demeure de 3 mois pour trouver une solution pour Direct Energy sur les compteurs Linky. Voilà, donc la CNIL a décidé 3 mois. Bon, dans 3 mois, ils reviennent et ça a intérêt à être mis en place. Si ce n'est pas mis en place, derrière, c'est ça qui va leur arriver. Voilà. Donc là aussi, jusque-là, quand on avait des amendes, en fait, les amendes étaient limitées par les textes précédents. Donc elles étaient limitées, alors je ne sais plus combien c'était, 300 000 €, enfin, il y avait une notion comme ça. Bon, il est évident que pour un Google, c'est quelques minutes de leur chiffre d'affaires mondial. Donc qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Enfin, de l'amende, c'est même pas, voilà, c'est aucun intérêt. Donc ce qui a été fait, c'est qu'il y a deux seuils qui ont été mis, un seuil en euros et un seuil en pourcentage du chiffre d'affaires mondial. C'est-à-dire qu'une faille de sécurité, par exemple un Uber, là, avec le truc qu'il a fait, un Uber, c'est certainement un truc du genre 4% du chiffre d'affaires mondial, parce qu'il est au maximum vu qu'il y avait une volonté de camoufler. Et puis chiffre d'affaires mondial sur une perte de données. Voilà. Donc ça peut aller très lourd pour eux, et c'est bien évidemment le plus gros des deux montants qui est pris, voilà, tant qu'à faire. Alors il est évident que si c'est la PME de la région qui a perdu les données de ses clients, qui l'a déclaré, etc., l'idée c'est qu'il y ait quelque chose, la CNIL, le but de la CNIL, c'est pas de faire agréter l'activité des entreprises. Ça, ils nous l'ont répété, j'ai eu pas mal de conférences là-dessus. Le but c'est que ce soit juste suffisamment dissuasif pour que la personne mette en place le plan d'action, c'est comme ça qu'ils le disent, hein, le plan d'action, pour pouvoir effectivement le faire et pas se dire, bon tiens, moi, je préfère payer l'amende, ça me coûte moins cher que de faire mon business. Voilà. Donc c'est un peu tout ça qu'on va voir arriver avec les premières affaires, les premières jurisprudences, etc. Voilà. Résumé des nouveautés, donc j'ai tout mis sur un slide. Alors je dis bien nouveauté, c'est pas la loi. Hein. La loi, il y a 78 hein, déjà, donc finalité d'un traitement, limitation, prévenir les gens, etc. C'était déjà dans la loi de 78 quelque part. Donc ça c'est bien un truc en plus, nouveauté de la loi. Sur les changements de responsabilité, donc vous avez compris le terme d'accountability, là c'est le slide de révision. Hein. Voilà. Après, une fois que vous savez ça et que vous savez le dire, vous pouvez dire je connais le contenu du RGPD et sa philosophie. Voilà. Après, pour aller dans le détail, voilà. Donc responsabilité dans le sous-traitant, couverture internationale, ça c'est les 3 domaines importants. Deuxième, droit des personnes, une nouveauté sur les mineurs. Donc tout ce qui est accès, suppression, modification, droit à l'oubli, etc., tous ces sujets-là, c'était déjà, mais c'est renforcé et vous devez le prouver. Donc c'est toute une notion, par exemple, quand vous supprimez un fichier, vous devez garder la preuve que vous l'avez bien supprimé. Voilà, il y a des affaires qu'on voit passer qui sont, vous demandez par exemple à supprimer vos données personnelles, puis vous vous rendez compte qu'on vous rappelle un an plus tard, la donnée elle n'a pas réellement été faite. Donc il faut qu'à un moment donné, l'entreprise puisse apporter la preuve qu'elle l'a physiquement supprimée. À elle de garder. Bon, le moyen c'est quoi? C'est des logs informatiques, des trucs comme ça. Il faut qu'elle vérifie en fonction de la criticité du traitement. Voilà, c'est ça qui est à mettre en place. Portabilité des données, c'est quand vous changez d'opérateur, par exemple. Et consentement, c'est la notion d'explicite. Donc là, vous devez vraiment garder la preuve du consentement. Bon, moi, j'ai commencé à signer dans les associations. Ça marche aussi pour les associations à propos. C'est-à-dire que les données...
normalement, je commence à voir des associations qui envoient des fiches en disant on a, pour vous envoyer les newsletters, on a votre nom, votre adresse mail, etc. Et voilà ce qu'on en fait, et voilà combien de temps on le garde. C'est-à-dire qu'une fois que je suis radié de l'association s'engage à éliminer les données réellement ou à ne pas les archiver. Voilà. On peut garder le log quand on a un fichier Excel avec 20... La suppression, toutes les suppressions, ça. Un log avec les suppressions. Bah, tout le problème, c'est qu'il y a des sujets informatiques. Hein, voilà. Dans Excel, toi, tu as ton petit fichier Excel et tu supprimes la ligne. Et comment tu peux... Il faut que tu dises que quand tu supprimes, qu'ils acceptent d'être dans un log de suppression. Ah oui. C'est Inception, tu vois. Alors bon, je vous rassure, normalement, c'est censé garder, c'est juste toute la beauté de ces textes. C'est censé être... Alors, ce qu'on demande en termes de choses, c'est proportionnel aussi à l'entreprise, à ses moyens et à l'activité qu'elle a. C'est toute la problématique dans laquelle vont s'engouffrer aujourd'hui tous les cabinets d'avocats. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le texte cette notion de, ça doit être entre guillemets raisonnable par rapport à l'activité. Bon, si vous vous appelez, je sais pas qui moi, EDF ou autre, et que vous n'avez pas gardé ces logs informatiques sur tant de temps, sur tant de machin, etc., vous pouvez avoir plus de problèmes que si c'est vous, vous avez 40 clients avec votre tableur Excel, on ne va pas vous demander les mêmes moyens non plus. Donc c'est toute une notion de proportionnalité qui bien évidemment n'est pas écrite, parce que sinon ce ne serait pas drôle. Mais c'est là-dessus qu'à un moment donné, pourquoi je vous dis garder la philosophie? Parce que tant que vous gardez la philosophie, quelque part vous vous limitez les risques. Vous limitez vos propres risques. Si vous ne gardez que les informations minimales, etc. Le problème que je vois comme ça en réfléchissant, c'est que ça marche aussi à l'inverse. À savoir, quand je suis EDF, j'ai plus de capacité d'avoir les bidouilleurs qui vont faire que je vais pouvoir m'arranger avec mon log, que tout va bien, alors que quand je suis une PME, TPE, machin, où j'ai pas trop de personnes à disposition pour aller chipoter dans les coins. D'où le DPO. Donc c'est pour ça que c'est un peu paradoxal. Tout à fait, mais d'où le DPO. Et si vous êtes PME, généralement, enfin généralement, c'est pas généralement, mais ça crée un nouveau poste. En fait. Si vous êtes PME... C'est pareil sur une TPE, même si tu as un... Oui, mais souvent les PME, alors je me trompe peut-être, mais il y a des PME qui effectivement ont leur propre informatique. C'est quoi? C'est le serveur à la maison, mais là on est vraiment dans la TPE. La PME, elle va avoir plutôt un petit serveur d'application, etc. Puis voire même héberger chez un hébergeur ou un fournisseur de services informatiques souvent. Parce qu'elle n'a pas forcément les moyens d'avoir un informaticien interne, donc elle a un contrat de sous-traitance avec un hébergeur qui va avoir 10, 15, 20 PME autour. C'est lui qui va avoir cette responsabilité de garder tout ça. Bon, après, ils vont vous le refacturer ou pas en fonction des niveaux que vous demandez. Moi, c'est un peu ce que je fais dans certains cas. Je suis à la fois hébergeur, j'ai des sites, j'ai des machins, donc, et la plupart de mes clients, de fait, ce sont soit des individus, nos employés, ou 3-4 salariés, quoi. Et c'est vrai que c'est là où ça devient lourd, parce que de fait, mon client va se décharger sur moi sur un certain nombre d'opérations, avec des opérations qui vont être différentes à chaque fois, parce que c'est pas monotâche aussi, suivant le cas de figure, donc ça devient très 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 lourd. Donc tout ça, infacturable. Infacturable. Moi j'aurais du mal à facturer. Maintenant c'est une législation, donc ça crée infacturable, attention, parce qu'à un moment donné, vous devez faire des choses qui sont licites quelque part. Donc à un moment donné, vous allez devoir rajouter un certain nombre de choses pour être conforme à la loi. Vous ne pouvez pas faire une activité informatique qui ne l'est pas. Et or, les entreprises, aujourd'hui, les entreprises savent bien que un coût de conformité, là, vous allez avoir un sujet qui n'a rien à voir avec ça. Vous allez avoir les retenues à la source sur les salaires en 2019. Toutes les boîtes qui font un bulletin de paye, elles se disent « Ah mince, je vais devoir passer du temps, de l'argent, des machins pour revoir mon système avec mon bulletin de paye. » Parce que le règlement va leur imposer qu'en 2019, le bulletin de paye, il change de tête, il change de forme et vous allez avoir une nouvelle activité. Quelque part, c'est de la mise en conformité réglementaire que vous devez faire. Donc vous pouvez facturer de la mise en conformité réglementaire. Après, c'est à vous de juger quel est le bon niveau de curseur par rapport à la notion de charge de la preuve que vous allez mettre. Vous n'avez pas besoin d'avoir un coffre-fort hyper blindé si vous avez mis en place, vous savez par exemple démontrer qu'il n'y a que vous qui avez accès à cette information, qu'elle est stockée à tel endroit, qu'elle est sécurisée de telle façon, et que de toute façon il n'y a pas de risque quelque part. D'où les études d'impact, c'est-à-dire que quel est l'impact de ça, vous avez calculé, vous allez vous dire si cette information elle part parce que finalement je ne le fais pas, quel est mon risque?
le risque, je vais être très très pragmatique, tout ça c'est pour montrer que les données partent pas, c'est-à-dire que vous avez effacé un client, puis la donnée part, puis le client se retrouve dans la nature, etc. Ça c'est un risque. Si vous dites que la solution, je caricature exprès, hein, mais la solution c'est que mon serveur il n'est pas connecté à quoi que ce soit, le serveur de stockage ou d'archivage, et puis je le mets dans un local fermé à clé, dont moi seul j'ai la clé, elle est numérotée, machin, etc. C'est une mesure. C'est pas forcément mettre... on va pas vous demander les mêmes logs informatiques à vous qu'à la BNP, quoi. On va vous demander des solutions simples. On va vous demander, les études d'impact, on va vous demander d'avoir pensé le problème. Il faut que vous démontriez que vous avez pensé le problème en amont. Si chez vous, vous avez votre fille, votre femme, votre copain, machin, qui ont tous le même mot d'accès, le même mot de passe, le même truc pour arriver, on va vous dire, mais attendez, vous ne pouvez pas prouver qui a accès à quoi. Donc première chose à faire, c'est vous commencez à mettre une solution qui est une solution technique qui va vous sécuriser l'accès là où il y a des données sensibles, pour être sûr que la donnée ne parte pas. C'est en fonction de chaque risque que vous devez faire cette étude normalement et vous poser la question, mais en restant sur des choses simples. Hein. Il y a cette notion de proportionnalité qui est importante à garder en tête. Voilà. Alors dernière vision, alors là je vous ai dit, je vous mettais une source IBM, j'ai trouvé que ça c'était pas trop mal fait. Alors c'est là où il y a des vérités contre vérités, ça va permettre de les illustrer. Donc vous avez, alors c'est un slide en anglais sur le centre, donc tout ce qui est by design, by default, tout ce qui est les droits des individus en fait, hein, les droits des personnes, sécurité des données personnelles, la partie consentement et la partie à comptabilité et conformité. Et vous avez à chaque fois ce qui est nouveau ici dans la loi par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est la notion de prendre des mesures techniques et organisationnelles pour démontrer la conformité. Là, c'est l'obligation de répondre aux demandes liées aux droits des Européens, donc accès, réactification, etc. C'est-à-dire que vous avez l'obligation de prendre une demande. Quelqu'un, moi je viens, et puis je vais appeler, je sais pas qui, moi, une entreprise à qui j'ai un abonnement d'eau ou je ne sais quoi, je peux leur demander, donnez-moi toutes les informations personnelles dont vous disposez me concernant. Et ils ont 1 mois, 30 jours pour me donner la liste exhaustive de tout ça. Si à un moment donné il y a un audit, puis qu'ils ont regardé 2-3 fichiers avec des commentaires, des choses comme ça qui étaient à titre personnel, ils peuvent avoir des gros soucis en cas d'audit. Voilà. Donc c'est à un moment donné, il doit y avoir un processus dans les entreprises qui est de donner cette information-là à quelqu'un qui la demande, puisqu'il est en droit de l'avoir. Voilà, souvent les données elles sont partout. Hein. Vous avez les données de livraison, elles sont au service machin, les données bancaires elles sont dans un autre service, à la compta. Voilà. Vous avez aujourd'hui dans les entreprises, un gros du travail c'est ça. Donc voilà, vous avez l'obligation de mettre toutes les mesures de sécurité pour protéger les données, notamment dans le cadre des failles. Pas oublier qu'il faut savoir être notifié quand il y a eu un accès frauduleux. La partie consentement explicite à la demande des autorités avec réquisition et en cas d'intérêt légitime, c'est-à-dire que là, la CNIL peut venir vous demander les documents. L'obligation de démontrer conformité. Alors pourquoi ce petit slide est intéressant? C'est parce que voilà, les 5 niveaux, alors ça c'est toujours la vision d'IBM, mais je trouve qu'elle est bien visuelle, elle montre bien les types d'actions qu'il y a à faire dans chaque organisation. Vous avez ce qui est lié au métier en haut, puis vous aviez ce qui est lié à l'informatique, qui sont des trucs très pragmatiques, du style les logs, la sauvegarde, etc. Vous avez tout ce qui est gouvernance, donc c'est la démarche opérationnelle de mise en conformité d'une entité. Donc ça, si vous êtes tous consultants, que vous lancez des projets de digitalisation, des choses comme ça, vous devez le voir, mais ça c'est au niveau plutôt gouvernance. Comment vous allez revoir votre relation client, comment vous allez revoir des éléments ici, communication people, hein, sensibilisation, alors ça c'est les employés, communication externe, comment vous allez, si vous faites du digital pour un client final, c'est comment vous allez aller faire une action vers l'employé pour lui demander son consentement, et comment vous allez le stocker. Ça veut dire que vous changez à un moment donné peut-être très clairement les pages d'accueil. Et puis vous allez essayer de positiver le discours, ça c'est votre valeur consultant, c'est positiver le discours pour transformer un truc réglementaire en avoir une meilleure confiance, la confiance client. Quoi. Le client, moi je sais qu'il va protéger mes données, qu'il va faire des choses et je peux commercer avec lui. Il y a eu pas mal de littérature qui a été faite sur ce sujet-là, de gens dans le cadre de sites marchands pour dire comment je positive cette démarche vis-à-vis de mes clients. Donc vous avez ça à voir, il n'y a rien de technique là, hein, c'est que de la com. Tout ce qui est processus, ici c'est la partie, alors là vous avez tout ce qui est process interne, c'est-à-dire comment
comment je stocke ces informations-là, qui va les stocker, comment elles circulent. Quand un client m'appelle, si un client m'appelle en disant je veux mes données, ben, il faut bien qu'il y ait quelque part quelqu'un qui prenne cet appel, qui prenne cette demande et puis qui, autour de la hiérarchie, puisse faire le sujet. Donc il faut avoir prévu le processus de conformité. Là, on descend dans les données derrière. Ça veut dire que l'exploitation de traitement, c'est les données que je vais anonymiser. Par exemple, si j'ai un fichier RH avec le nom, prénom, parce que mon système d'information, il est celui-là et je ne veux pas le réécrire. Il y a nom, prénom, numéro de sécu, etc. dont vous avez besoin pour les RH. Si vous devez transmettre ce fichier à quelqu'un, parce que c'est un Excel tout bête, bah, vous devez pouvoir à un moment donné anonymiser une colonne ou flouter une colonne quelque part. Ou voilà, vous devez pouvoir faire, c'est pas pareil, hein, parce que anonymiser, vous changez le nom complètement et on ne retrouve rien. Ça, c'est par exemple pour des archives commerciales ou marketing. Vous pouvez garder les données personnelles de gens, mais du moment que vous les avez anonymisées, on ne remonte plus sur la personne, donc vous avez des choses qui sont faisables là-dessus. Par contre, tout ce qui est flouté, par exemple, vous avez gardé, simplement vous ne donnez pas la visualisation du numéro de sécu à la personne qui, elle, va gérer, je sais pas quoi, le traitement d'une prime, par exemple. Il n'en a rien à faire de votre numéro de sécu. Le numéro de sécu, en France, est une donnée sensible. Voilà. Donc c'est pour ça, des données, donc il y a des éléments, et là on commence à être dans l'IT, et là vous avez plein de fournisseurs qui vous proposent des solutions. Puis vous avez sécurité, prévention, qui a accès à quoi, la gestion des mots de passe, tout ça on rentre dans du classique pour éviter de se faire hacker les données. Alors dans les vérités contre vérités, là-dessus, je voulais profiter pour illustrer parce que vous commencez à voir arriver des fournisseurs, par exemple, de logiciels de paye, des fournisseurs de logiciels de marketing, du B2C, etc., qui vous disent « je suis RGPD compliant ». C'est leur grand truc marketing, c'est si vous prenez mon logiciel, il est déjà prêt pour RGPD. Ça veut dire quoi, prêt pour RGPD? Ça veut rien dire. Ça veut dire qu'ils sont prêts sur la couche ici. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une capacité, en appuyant sur un bouton dans la dernière version de leur logiciel, de pouvoir anonymiser, exporter, flouter, séparer, voilà, point. Mais ça reste qu'une couche technique. Donc tout ce qu'ils vous disent, ils ne sont pas du tout compliants, parce que si vous n'avez pas mis derrière, devant, enfin, tous ces sujets-là, tous les process dans l'entreprise, ça servira pas à grand-chose. Voilà, j'ai tendance à donner... Oui, voilà, j'ai toujours tendance à dire, ça c'est des vraies vérités contre vérités qu'on entend assez souvent maintenant, donc ne lisez pas quand quelqu'un dit « je suis prêt », parce que vous achetez mon logiciel, vous êtes prêt. Là, il y a danger, enfin, pour moi, il y a danger maximum, quoi. Voilà, il faut que vous ayez vraiment vu l'ensemble de ces 5 couches pour pouvoir être vraiment prêt. Voilà. Alors, je donne un autre exemple aussi, c'est en matière de sécurité, c'est classique, c'est vous achetez la super porte blindée 5 portes agréée par toutes les compagnies d'assurance, 5 points, machin, plutôt agréée par toutes les compagnies d'assurance, etc. Et puis derrière, vous mettez la clé sous le pot de fleurs devant la porte. Voilà, typiquement, ça, c'est ce qu'on voit en sécurité, c'est bateau, mais ça veut bien dire si vous êtes prêt ou pas, ou protégé ou pas protégé. Voilà. Alors pour s'y mettre, 6 étapes préconisées, c'est le dernier slide. Après on peut faire des échanges, etc. Si vous voulez répondre à toutes les questions, et on devrait être à peu près dans le... Non, je ne sais pas, trouver trésor, on est pile, parce qu'il y a eu des questions entre deux, donc si vous en avez d'autres, on aura le temps. Mais... les étapes, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la CNIL, hein, je n'ai fait que reprendre ce qu'il propose au niveau des étapes. Premièrement, désigner un pilote, qu'il soit DPO, pas DPO, machin, dans toute l'entité. Il faut que quelqu'un, à un moment donné, se préoccupe de ce sujet-là. Voilà. Souvent, il viendra DPO après. Cartographier les traitements de données, ce que je vous ai dit. Alors, beaucoup d'entreprises, pour rien vous cacher, PME, etc., en sont là. On est à 2 mois du but. Donc, alors comme dit la CNIL, c'est eux-mêmes qui le disent, hein, personne ne sera en conformité à 100% et c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande, le RGPD, c'est pas un truc qui est avant le 25 mai et après le 25 mai. Le 25 mai, c'est une étape à partir de laquelle on est en droit de pouvoir commencer à faire payer des amendes, etc. La seule chose, c'est que si une entreprise a déjà bien lancé le sujet, qu'elle s'est approprié ça, qu'elle visualise ses traitements, qu'elle a commencé des choses, qu'est-ce qui va se passer? Elle aura une mise en demeure au lieu d'avoir une condamnation. Et on va revenir 6 mois plus tard et on va voir si elle a bien pris le sujet. Par contre, une entreprise qui lui dit je m'en fiche, je ne sais même pas ce que c'est, ça ne me concerne pas, là par contre, elle aura l'amende directe parce que c'est une question de comportement ou de façon de faire. Voilà. Donc là, les entreprises en sont entre là et là, on va dire. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau des PME, quand on regarde au niveau des grosses entreprises, elles sont un peu plus loin. Elles sont au niveau de la gestion des risques. La gestion des risques, c'est les PIA, c'est les fameuses, c'est les Privacy Impact Assessment, c'est-à-dire que j'ai identifié quelque chose de sensible
dans l'ensemble de mes traitements et données. Donc à ce moment-là, je fais l'étude d'impact. Voilà, l'étude d'impact, je vous dis, il y a un petit modèle, un petit logiciel qui se télécharge en open source de la CNIL, qui est très bien fait, et qui vous donne, il vous pose des tas de questions, mais des fois, c'est pas facile de répondre à ces questions-là, hein, pour l'avoir fait. Si c'est pas facile, c'est que justement, c'est en se posant la question que vous progressez sur finalement quel est le risque pour mon client que je perde sa donnée. Voilà. Gérer les risques, organiser les process internes et puis la documentation. La documentation, c'est tenir tout à jour quelque part, électronique, papier, n'importe quoi. Voilà. Source d'information, le site de la CNIL est très très bien fait parce qu'il vous donne des exemples, il vous donne des exemples de fiches, il vous donne des exemples d'études d'impact. Et puis il vous donne un certain nombre d'informations sur la partie texte, et puis je pense que ça va encore bouger puisque vous allez avoir entre guillemets, la transposition dans la loi française effectivement du RGPD qui est en cours en ce moment. Voilà, est-ce que vous avez appris des choses déjà tout de suite? Est-ce que certains d'entre vous ils voient plus clair maintenant sur ce que c'était qu'RGPD après, avant? Oui. Oui. Voilà. Bon, ça fait moins peur que prévu? Ben, c'est un peu le but parce que en fait le prévu, il y a eu les premiers éléments, beaucoup de fournisseurs se sont engouffrés en disant attention, il faut vous mettre dessus, il y a beaucoup d'argent à dépenser, etc. Et là où ça fait moins peur, et tout le discours de la CNIL que j'ai vu dans pas mal de conférences, c'est plutôt... c'est pas pareil, parce que le passage de l'an 2000, c'est qu'une fois que vous êtes passé le 2 janvier 2000, machin, il s'est rien passé, pof, terminé, hop, je renvoie tout le monde chez lui, il s'est rien passé. Là, non. C'est pas le passage à l'an 2000. C'est juste un texte qui fait énormément peur aux anglo-saxons, parce qu'eux ne sont pas habitués. Nous, les Français, censément, on vit dans 40 ans quelque part, de prise de conscience de ce que c'est que l'importance de la donnée personnelle, de la loi informatique et liberté d'origine, plus toutes celles, lois sur l'économie numérique, etc. Donc on a eu plusieurs couches de ce sujet-là. La seule chose qui change, enfin, comme je vous dis, c'était à un moment donné, si vous vous rappelez ce qui était en rouge, hein, il faut vraiment penser maintenant by default, by design, il faut penser à accountability. Plus de déclaration CNIL, ça veut dire que je garde la responsabilité d'apporter la preuve. Si vous gardez ce genre de contexte et que vous étiez à peu près conforme aux lois informatiques et liberté dans l'état d'esprit, c'est beaucoup de process à mettre en place et puis des capacités à démontrer que vous ne laissez pas vos données partir à droite à gauche. Donc quelques sujets techniques et des sujets de traçabilité, d'auditabilité, de choses comme ça qu'il faut mettre en place, qu'on n'a pas trop l'habitude de mettre en France. Je crois que la grosse difficulté en France, ça va être ça. C'est le côté charge de la preuve, traçabilité, auditabilité, garder des traces écrites d'un certain nombre de choses et comment je le fais. Voilà, c'est un peu ça, parce que c'est pas trop dans notre nature ça de le faire par rapport aux anglo-saxons. Enfin, La première grosse brique reste à travailler finalement sur le consentement, parce qu'un bon consentement bien expliqué, même si la donnée elle est collectée. Alors, ce qui va se voir au début, parce que qu'est-ce qui va se voir au début à partir du mois de mai? Même au mois de mai, tout le monde va être certainement abreuvé de tiens, à partir de demain, la loi, machin, ceci, cela. Et donc là, vous risquez d'avoir, vous commencez à l'avoir, c'est quelques clients, vous n'êtes pas content parce que vous continuez à recevoir des spams en permanence alors que vous avez demandé 25 fois de vous désabonner. Toute ressemblance avec des personnes fortuites, avec pure coïncidence. Voilà, par exemple. Bon, bah, à partir du 25 mai, il n'y a pas de problème, vous saisissez la CNIL, boum. Et puis, enfin, vous voyez, quelque part, ça va. Donc, si l'entreprise en question qui n'efface pas de votre fichier mais continue à le vendre ou qu'il y a des copies partout et qu'elle ne peut pas prouver qu'elle l'a fait, etc., là, elle aura des soucis. Bon, idem pour vous, si vous êtes dans le B2C, etc., c'est que si justement vous jouez aussi sur cette côté je revends des fichiers, j'achète des fichiers, etc., c'est comment j'ai cette preuve de consentement. Donc je pense que ça c'est la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire que le premier élément, j'allais dire, vis-à-vis du client externe ou vis-à-vis même de vos salariés internes, hein, c'est de leur dire, voilà, j'ai ces données, j'ai un système de vidéo, vous êtes surveillé tel endroit, mais c'est pour faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, les salariés le savent. Hein. C'est-à-dire que si vous avez une caméra vidéo à l'entrée, c'est normalement pour la protection des biens et des personnes de l'entreprise. Et c'est pas pour vous fliquer, pour savoir si vous êtes sorti 10 minutes plus tôt. Surveiller les heures de pause. Bah, censément. Oui, alors justement, oui, mais vous prenez un prud'homme à cause de ça. Si quelqu'un se prend un prud'homme parce que
les caméras censées être pour la sécurité ont servi pour fliquer les heures de pause et le temps de travail, etc. dans le cadre d'un licenciement, j'allais dire l'entreprise elle le perd, hein, parce que la finalité n'était pas donnée là-dessus. Donc maintenant il va falloir recueillir le consentement, c'est un traitement à risque puisque c'est de la vidéosurveillance. Donc l'entreprise va devoir dire aux salariés, vous êtes filmés en passant devant, mais c'est pour protéger l'intrusion pour les vols dans l'entrepôt ou dans le site, etc. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser à d'autres fins. Alors si vous avez effectivement un système de flicage, je ne dois pas dire le mot, c'est un système de flicage qui va regarder les heures, etc., vous devez avoir dit aux salariés, attention, vous êtes filmés, et ça permet de... j'imagine que ça va être très facile à vendre ça. Voilà. Exemple, les géolocalisations dans les véhicules commerciaux, par exemple. Vous voyez, un truc, c'est tout bête. Vous filez un véhicule à un commercial, il a un GPS. Qu'est-ce que vous faites des données? Est-ce que vous les récoltez? Vous ne les récoltez pas? Vous en faites quoi? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc si la personne n'a pas le consentement, ne sait pas que la géolocalisation du GPS est dans le véhicule, etc., et que l'entreprise ne lui a pas dit ce qu'elle en faisait, combien de temps elle le gardait ou qu'elle l'effaçait, etc., le salarié peut venir attaquer son employeur en disant « mais attendez, il prend des informations à mon insu pour savoir par où je passe, quelle est la route ». Alors que si on lui dit que c'est pour optimiser sa tournée, à ce moment-là, il y a une finalité qui est indiquée et le salarié est parfaitement au courant. Dans le cas... je vous donne des exemples, mais... Oui, non, mais ce qui me traumatise, c'est qu'à un moment donné, de fait, il y a des sanctions administratives potentielles de la CNIL, mais il y a, en parallèle, on voit que toute la problématique de la sécurité dans l'entreprise est remise en cause, puisque l'entreprise redevient responsable d'un certain nombre de choses. Alors, si on prend la géologue, si moi, mon commercial, il est tracé, manque de peau, la secrétaire est jalouse de la petite amie du commercial qui est là-bas, et c'est elle qui va piquer le fichier, qui peut piquer le fichier et aller attaquer. Donc normalement le commercial il va aller attaquer non pas la secrétaire mais l'entreprise parce que il y a une faille de sécurité. Oui, tout à fait. Donc là on s'engouffre dans des trucs à mon sens qui vont devenir assez lourdingues. Oui, mais alors vous avez raison, c'était la partie en bas de mon truc, hein, c'est-à-dire que c'est la partie là vous êtes dans cette partie basse ici. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez, dans les niveaux d'un programme RGPD, vous devez traiter cette partie sécurité. Oui, et ici, c'est la cybersécurité au sens large. Oui, mais ça, vous en avez besoin. Mais regardez. Je ne dis pas qu'on n'ait pas besoin. Mais pareil, suivant la taille d'entreprise, on est sur des niveaux qui sont différents. Moi, j'ai 6... Enfin, là, je pense à une société, on est en train de faire un transfert de serveurs. On change tous les mots de passe client, mail, etc. Aujourd'hui, globalement, tous les salariés, ils sont 9-10, ils ont accès à tous les mails de tout le monde. Oui. Dans notre cas, si on prend tout ça, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut être capable de dire qui a les mails, qui ne l'a pas, enfin, le code d'accès de Pierre, Paul et Jacques, etc. Parce que là, les bases de données, elles sont liées à tout ça, quoi. Alors, c'est amusant, mais je fais des sensibilisations en fait pour les entreprises. C'est un peu une partie de mon activité aussi, c'est de pouvoir faire ça sur des formats un peu plus longs, etc. sur la partie GDPR. Mais je le fais aussi sur la cybersécurité. Parce que sur la cybersécurité, on dit que beaucoup, 60% des TPE, PME aujourd'hui en France sont la cible des hackers, plus que les grosses, parce qu'elles n'ont pas de moyens de se protéger. Elles perdent des données. Ici, il y en a dans la région qui ont été l'objet de demande de rançon, de blocage de sites, etc. Enfin, il y en a pas loin d'ici, hein, il y en a pas quelques-unes qui sont victimes. Or, alors cette fois-ci, c'est pas la CNIL, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dit que 80% des problèmes et des failles dans lesquelles sont les entreprises, sont fait voler des informations, etc., peuvent être évités uniquement par du bon comportement. Dans le bon comportement, il y a 12 règles que préconise l'ANSSI. Il y en a une, ce qui est un mot de passe pour une personne à un instant donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même il n'y a plus de compte générique, il faut enlever tout ça, etc. Mais si vous utilisez 80% qui est du bon sens sans aucun investissement, de règles de mots de passe, appliquer des patchs, un mot de passe par personne et savoir qui accède à quoi, etc., vous pouvez éviter 80% des risques informatiques aujourd'hui dans une entreprise. Et ça, je fais aussi des sensibilisations sur ce sujet-là parce que, vous dites bien, GDPR, tout le monde voit, réglementation de données personnelles, donc c'est qu'un petit aspect de l'entreprise. Mais quand vous tirez un peu la ficelle, il y a des entreprises qui commencent à se dire « Ah mais mon informatique, elle est dans un état catastrophique en matière de sécurité,
bah, je vais profiter de ça, où là on sait qu'on a une date limite, on a un chef de projet qui va censé être animé le truc, et il va descendre la ficelle, et je vais en profiter pour m'améliorer sur les sujets sécurité informatique. Donc c'est bien le moment de le faire, et c'est bien, là je dirais c'est la partie visible, c'est le prétexte pour effectivement améliorer les choses chez vous. Parce que dans les études d'impact, normalement c'est les études d'impact qui va vous le démontrer ça. Si vous êtes sensible sur tel truc, vous allez dire qu'est-ce qui fait que je peux apporter la preuve, ou quel est le risque. Je ne peux pas. Quelle est, et vous devez aller jusque-là dans l'étude d'impact, quelle est la remédiation que je propose. Et la remédiation va être de mettre un mot de passe à chacun. Vous commencez par là. Comme ça. Et puis en plus, vous les formez. C'est-à-dire que cette sensibilisation-là, à la limite, tout collaborateur doit en avoir une partie pour dire j'ai été sensibilisé, ben maintenant je ferai attention, ou je ne communiquerai pas ça, ou je ne donnerai pas, si j'ai accès à un fichier, je ne le fais pas. Bon, exemple, je donne des exemples dans les collectivités locales, énormément de boulot. Vous, en tant qu'individu, enfin, mettez-vous dans la place inverse, maintenant vous êtes client. Vous êtes client d'une collectivité, vous avez des enfants que vous mettez à la crèche, enfin je dis n'importe quoi, ou à l'école primaire. Vous donnez votre nom, votre prénom, vous donnez son carnet de vaccination, ses trucs de santé, ses problèmes alimentaires, ses problèmes machin, physiques, etc. Ça, vous le donnez à la personne de la mairie qui fait les inscriptions. Bah, vous aimeriez pas que votre voisine, dont le fils a fait un stage à la mairie, vous dise alors il va comment le petit, il s'est remis de sa mononucléose et son machin Oula, tout simplement parce que le fichier il a traîné, il a fait un stage à la mairie, son stage de 3e, et puis il est au courant parce qu'il a lu ce truc-là. Donc c'est ça, en fait c'est ça qu'en tant qu'individu vous n'aimeriez pas. GDPR il est là-dessus, et donc à vous de protéger en disant bah, le stagiaire à la mairie peut se faire cartonner parce qu'elle a laissé un truc, un user ID classique qui s'appelle stagiaire machin, et que se refile de stagiaire en stagiaire, et puis il n'y a pas de mot de passe et il n'y a pas de machin, ils ont accès à l'ensemble des informations qui sont des données sensibles. Enfin, vous voyez, donc il faut repartir. Alors c'est vraiment le. Voilà, c'est ça, voilà. Vous commencez par ça, et puis vous allez comprendre où vous tirez la pelote, en restant le plus simple possible, le plus générique possible. Alors, oui. J'avais juste une question par rapport aux jeunes de moins de 16 ans. Parce qu'aujourd'hui on crée un lieu physique, mais on a un process qui est autant en ligne que sur site sur la récolte des données. Ça veut dire qu'en fait, chaque client qu'on va avoir va récupérer son nom, prénom, adresse mail au minimum. Oui. On a un système de vidéosurveillance aussi. Je suis amené à avoir des clients de moins de 16 ans. Est-ce qu'il faut que systématiquement j'ai l'accord parental sur la récolte des données? Parce que auquel cas, après, sûrement peut-être pas la réponse, mais comment ça va faire? Ça veut dire que j'ai un client qui vient qui a 15 ou 16 ans, que je lui demande son âge dans un premier temps, et que je lui dise bah, si j'ai pas l'accord parental, vous faites rien, parce que notre process nous oblige en fait à prendre mon prénom. Donc est-ce que lui-même peut me dire oui c'est bon, mes parents sont d'accord, dans ce cas je lui dis c'est terminé? Ou alors qu'on envoie un papier aux parents qui disent normalement vous devez avoir un accord formel des parents. Alors après, c'est pour ça qu'en France ils vont peut-être pas faire 16 mais 15 et des discussions parce que voilà, mais en dessous vous pouvez avoir des gamins de 14 ans, mais normalement un gamin de 14 ans ou de 15 ans qui se balade sur des sites internet ou des choses comme ça, ce qu'on veut en France c'est éviter peut-être qu'il aille sur n'importe quel site. Vous ne faites pas l'apologie du terrorisme j'imagine, mais vous voyez les enfants ils vont sur n'importe quoi derrière. L'utilisateur va être différent en fonction de... Ouais, mais justement ce qui est compliqué c'est que c'est même pas internet, c'est que même en cas de déplacement physique sur le lieu sans avoir fait de procédure sur le site en amont, je suis à côté d'un lycée en plus, on est bien chez moi, il veut jouer, s'il a 15 ans, je vais dire bah non. Parce que j'ai pas l'accord pétant. Ça dépend s'il est anonyme ou pas. Ouais, mais justement, je vois pas d'accord. Oui, c'est ça, c'est que si c'est anonyme. Voilà, c'est là alors là, typiquement, c'est un cas qui peut être un peu sensible parce qu'il est sur des mineurs et que la loi est nouvelle sur les mineurs. Ouais. Ça, moi, je vous inviterai, enfin, je veux pas botter en touche, mais je préfère pas donner une fausse information. Ouais, pour poser la question à la CNIL directement. Poser la question à la CNIL, ils prennent pas mal de questions en disant mon activité peut s'adresser à ça. Alors ils vont vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger, par exemple. Donc comment je peux être dans la réglementation voilà, tout à fait, parce que si c'est juste nom, prénom pour avoir un user ID et le droit de venir avec un abonnement, un machin, à votre truc peut-être. Si par contre il commence à faire des transactions où il achète en bitcoin des trucs, etc. sur vos sites pour avoir des personnages, je sais pas quoi, de autre chose, à ce moment-là il y a de la transaction entre guillemets financière, ça peut être beaucoup plus sensible que si c'est simplement le nom, le prénom pour savoir
s'il est inscrit ou pas. Je ne sais pas. Honnêtement, je préfère vous dire que je Oui, ne bien sais sûr, pas. je regarderai. Poser la question à la CNIL justement sur ce sujet de la limite d'âge et comment vous pouvez faire par rapport à votre activité. Mais on est bien d'accord que l'accord ne concerne pas que les données sensibles. Et données personnelles. Voilà, les données personnelles sensibles, notamment. Mais oui, alors personnelles, voilà. Mais c'est que même si les données récoltées sont nécessaires pour l'exécution propre et simple du contrat qui lie, même dans ce cas-là, il faut un accord. Bah, vous saurez que le gamin, il s'est connecté de midi à 14h tous les jours de la semaine, etc. Est-ce que ces données, vous les stockez? Est-ce que vous allez les garder? Bah oui, voilà. Donc, ok, vous avez répondu à la question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas... Au revoir. Je propose de clôturer la réunion et de continuer les échanges. Bah, en fait, voilà, de toute façon, c'est clôturé, mais on a déjà démarré les échanges. Après, si effectivement certains doivent partir. Merci, Christian. Merci. Bon.